Lorsque les caméras sont arrivées pour nous filmer, c'est Frank et moi qui avons négocié l'accord. Ils m'ont regardé puis m'ont demandé, qui est-elle? Quel est son rôle ici? J'ai répondu, elle travaille pour moi. Leur réaction a été immédiate, eh bien, nous n'avons aucun accord avec elle. Nous ne la filmons pas. Ce moment marque le début d'une histoire que personne n'aurait pu prédire. Danielle Colby, autrefois le cœur et l'âme de Cueilleurs américains, se retrouve désormais assise sur le banc des accusés dans un procès pour meurtre qui a provoqué une onde de choc à travers le pays. Sa chute de personnalité bien aimée de la télévision à suspect criminel n'est rien de moins qu'un scandale aux proportions sans précédent dans le monde de la télé-réalité. Les allégations sont choquantes, il s'agit d'un complot complexe visant à accuser Mike Wolf du meurtre de Frank Fritz. Comment une figure tant adorée des fans de la série a-t-elle pu sombrer dans une telle obscurité? Qu'est-ce qui l'a poussé à trahir l'homme qu'elle considérait comme sa famille pendant plus d'une décennie et, finalement, a provoqué sa mort? Qu'est-ce qui a motivé Mike Wolf, un homme avec qui elle travaillait depuis si longtemps, à se retourner contre elle et à l'accuser d'être le cerveau derrière le meurtre? Dans cette vidéo, nous dévoilons les strates tordues de ce mystère pour découvrir la vérité et faire un dernier adieu obsédant à Frank Fritz, une légende tranquille du monde de Cueilleurs américains. Dans un premier temps, Danielle Colby a comparu comme témoin neutre lors du procès pour meurtre. Initialement convoquée par l'accusation, elle semblait éviter l'animosité qui s'était développée entre Mike et Frank. Pendant des années, le trio était inséparable, leur alchimie étant un élément déterminant de la série. Mais à mesure que l'enquête s'approfondissait et que de nouvelles preuves surprenantes émergeaient, le rôle de Danielle commença à prendre une tournure plus sombre. Le FBI s'est vite retrouvé impliqué, l'affaire s'est transformée en une frénésie médiatique qui a semblé faire ressortir le pire chez chacun. Le procès, qui s'est tenu à Davenport, dans l'Iowa, a débuté en décembre 2024, remplissant la salle d'audience d'une tension électrique. Mike Wolf, la star de longue date de Cueilleurs américains, était accusé du meurtre de son co-animateur et ami, Frank Fritz, dont la mort le 1er octobre 2024 a été initialement attribuée à un accident vasculaire cérébral, mais soupçonné plus tard d'avoir été causé par un empoisonnement. La révélation a frappé la nation comme un coup de tonnerre. Mais c'est ce qui a suivi qui a encore plus stupéfié le public. Danielle Colby, une proche associée des deux hommes, a été citée comme témoin clé. On s'attendait à ce que son témoignage soit une routine, mais au fil des jours, il est devenu clair que Danielle était au centre d'une histoire bien plus sombre. L'enquête a véritablement commencé après une perquisition dramatique au domicile de Mike Wolf en octobre 2024, lorsque des agents ont découvert le journal personnel de Frank, qui faisait allusion à un motif possible de meurtre, ainsi qu'un flacon de neurotoxine caché dans un coffre-fort. La découverte a fait sourciller plus d'un. La procureure principale Sarah Harrov, une avocate chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience, n'a pas perdu de temps pour plaider contre Mike Wolf. Elle a soutenu que Mike avait empoisonné Frank pour se protéger et protéger son lucratif profit. Cueilleurs américains marquent d'un désastre financier imminent. Mike Wolf n'est pas seulement une star de la télévision, a déclaré Harrov avec passion. C'est un homme prêt à faire tout ce qu'il faut pour garder le contrôle de tout ce qui l'entoure. Nous prouverons qu'il a délibérément empoisonné Frank Fritz, l'homme qu'il appelait autrefois son frère, pour enterrer la vérité sur sa propre cupidité. Bien que la mort de Frank ait été attribuée à un accident vasculaire cérébral, des preuves telles que des traces de neurotoxines dans son sang, des messages cryptés entre Mike et Danielle Colby et une mystérieuse transaction financière de 175 000 $ ont rapidement commencé à dresser un tableau troublant. Danielle, confidente des deux hommes, est devenue un témoin crucial. Mais lors de son témoignage, un rebondissement inattendu bouleverse l'affaire, la propulsant au cœur de l'enquête. Le procureur Harrov a présenté une série de messages textes récupérés, remontant à la veille de la découverte de Frank inconscient. L'un des textes de Danielle disait « Il est seul en ce moment. Personne n'est prévu pour le surveiller avant demain. » La réponse de Mike a été effrayante, fenêtre fermée. C'est réglé. Supprimez ce fil de discussion. Harrov a fait valoir que ces messages révélaient un plan froid et calculé pour éliminer Frank, orchestré par Mike Wolf avec l'aide de Danielle. Le transfert de 175 000 $ a été remis en question, l'accusation suggérant qu'il s'agissait d'un pot de vin visant à la faire taire. L'équipe de défense de Mike, dirigée par l'avocat de Chicago Jonathan Kessler, a rapidement répliqué. Kessler a affirmé que les messages textes avaient été sortis de leur contexte et ne prouvaient aucune mauvaise intention. Il a en outre insisté sur le fait que les 175 000 $ étaient simplement une transaction commerciale légitime liée à Cueilleurs américains, comptes offshore. Il s'agit d'une campagne de diffamation destinée à ruiner la réputation de Mike Wolf,
a soutenu Kessler avec acharnement. Danielle Colby a été manipulée pour qu'elle témoigne contre quelqu'un qu'elle connaît depuis des années. Nous prouverons l'innocence de Mike. Mais ensuite, l'accusation a lancé une bombe. Lors d'une perquisition de routine dans le garage de Mike Wolf, des agents ont découvert un flacon contenant une neurotoxine de qualité militaire, une substance interdite à l'usage civil. Kessler, imperturbable, a rejeté la découverte, arguant qu'il s'agissait d'une relique de la vaste collection d'objets médicaux historiques de Mike et qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle avait été falsifiée. Mike Wolf est un passionné d'histoire, a expliqué Kessler, montrant des photos de la collection de Mike datant de 2016, pas un meurtrier. Le procès a atteint un tournant critique lorsque Daniel est revenu à la barre le 4e jour. Son comportement était sensiblement différent. Fini la confiance calme qu'elle avait autrefois montrée à la télévision. Au lieu de cela, ses yeux étaient remplis d'anxiété et sa voix tremblait alors qu'elle parlait. Elle a décrit le comportement de Mike après le départ de Frank de la série en 2021, révélant un côté plus sombre de leur amitié autrefois étroite. Mike est devenu obsédé par le fait d'être le seul visage de cueilleurs américains, a-t-elle expliqué, la voix brisée. Quand j'ai suggéré de contacter Frank pour faire amende honorable, il a explosé. Il a dit, si Frank ne recule pas, je ferai en sorte qu'il se taise pour de bon. Elle a admis qu'elle avait vu Mike apporter une fiole dans le bureau, mais elle a affirmé qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait de poison. Je ne pensais pas qu'il le pensait, dit-elle doucement. Mais après la mort de Frank, j'ai commencé à avoir peur. Lors du contre-interrogatoire, Kessler a insisté sur sa relation avec Mike et sur sa connaissance des médicaments de Frank. Vous avez échangé plus de 200 messages avec Mike la semaine où Frank est mort, a-t-il déclaré. Beaucoup de ces messages concernaient les médicaments de Frank. Pourquoi n'avez-vous pas signalé le flacon aux autorités? Il a ensuite souligné le transfert de 175 000 $ et un achat immobilier que Daniel a effectué à Porto Rico peu de temps après la mort de Frank. Kessler a suggéré que Daniel avait été payé pour garder le silence. Daniel, visiblement secoué, a répondu « Je n'étais au courant d'aucun plan. Je dis juste la vérité sur ce que j'ai vu parce que je le dois à Frank. L'argent était pour les affaires, rien de plus. » Mais ensuite, dans un moment de franchise apparente, Daniel a commis une erreur critique. Lorsque le procureur Harov lui a demandé si elle avait administré les médicaments à Frank la veille de sa mort, elle a hésité. « Je viens de vérifier qu'il prenait la bonne dose », a-t-elle déclaré. Il oublie parfois. Je savais exactement ce qu'il prenait et en quelle quantité. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ce lapsus a révélé que Daniel connaissait le dosage exact du médicament de Frank, correspondant à la quantité précise de poison qui avait été utilisée pour le tuer. Harov a insisté sur la question en demandant « Comment pourriez-vous connaître le dosage à moins que vous n'ayez participé à sa falsification ?» Daniel a trébuché sur ces mots. Je voulais juste aider Frank. Cet aveu involontaire a bouleversé l'enquête. Le FBI a rapidement ouvert une enquête distincte sur le rôle potentiel de Daniel dans le meurtre, et la pression sur elle a continué de croître. Quelques instants seulement après que Daniel ait quitté la barre, Mike Wolf est venu à la barre des témoins. Sa défense était explosive. Il a nié toute implication dans la mort de Frank et a plutôt rejeté la faute sur Daniel. Je n'ai pas tué Frank. Daniel était celle qui était obsédée par le contrôle. Cueilleurs américains, a-t-il lancé. Elle a toujours dit que Frank était un poids mort, que la série serait meilleure sans lui. Son témoignage a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, jetant le doute sur le témoignage et les actions de Daniel. Il a affirmé que c'était Daniel qui avait apporté le flacon au bureau et que les 175 000 $ étaient une récompense pour la faire taire sur les relations commerciales dans les coulisses. Ces paroles restaient dans l'air, montrant clairement que l'affaire était loin d'être terminée. Alors que le procès semblait atteindre son paroxysme, la juge Linda Mangrove a lancé une bombe. Ce tribunal suspend par la présente tout débat ultérieur. Le témoin Daniel Colby fait désormais officiellement l'objet d'une enquête en tant que deuxième suspect dans cette affaire de meurtre. Cette annonce a été une tournure d'événements stupéfiante, qui a choqué à la fois la salle d'audience et la nation. Peu de temps après, le FBI a porté toute son attention sur Daniel, perquisitionnant son domaine privé à la recherche de davantage de preuves. L'enquête sur son rôle dans le meurtre de Frank Fritz venait tout juste de commencer et il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un cas ordinaire. Alors que le FBI continuait à creuser plus profondément, les sombres vérités entourant le bien-aimé cueilleurs américain des étoiles ont commencé à apparaître, révélant une conspiration plus complexe et plus effrayante que quiconque ne l'avait imaginé.
les agents ont récemment découvert un élément de preuve crucial, un disque dur crypté contenant des images de surveillance provenant de caméras de sécurité placées près de la résidence de Frank Fritz la nuit de sa mort prématurée, le 1er octobre 2024. Après décryptage et analyse méticuleuse, les enquêteurs ont confirmé ce qui était initialement soupçonné, Daniel Colby avait délibérément récupéré les images de la société de sécurité avant qu'elles puissent être transmises à la police. Cette action a été immédiatement considérée comme une tentative intentionnelle d'entraver l'enquête et de dissimuler des preuves vitales. L'évaluation de l'agent Rivera était sans équivoque, ce n'est pas le comportement d'un témoin innocent. Au fur et à mesure que les images étaient améliorées, les implications devenaient encore plus accablantes. On y voyait clairement Daniel arrivant chez Frank vers 22h30. Lors de cette nuit fatidique, quelques heures seulement avant que Frank ne soit retrouvé inconscient. Capturé par une caméra orientée vers la rue, Daniel a été vu entrant par la porte arrière, portant un petit sac, et repartant environ 15 minutes plus tard. Une amélioration supplémentaire de l'image a révélé le contenu du sac, un flacon en verre indubitable, d'apparence identique à celui trouvé au domicile de Mike Wolf, qui s'est avéré plus tard contenir un puissant agent neurotoxique. L'histoire n'a fait que s'assombrir lorsque les enquêteurs ont découvert que, quelques heures après l'incident, Daniel était revenu à la société de sécurité vers 2 heures du matin, exigeant une copie des images sous prétexte d'effectuer un contrôle de sécurité de routine, quelques instants seulement avant qu'elle ne soit remise aux autorités. Cette intervention critique a expliqué la disparition initiale des images, une lacune mystérieuse qui avait contrecarré les premiers efforts d'enquête. Mais l'élément de preuve le plus dévastateur est venu du domicile de Daniel. Une petite boîte en bois, cachée dans sa chambre, contenait un autre flacon en verre identique à celui trouvé chez Mike, et l'analyse médico-légale a confirmé qu'elle contenait des traces de la même toxine utilisée pour empoisonner Frank. Encore plus incriminante était une note manuscrite à l'intérieur de la boîte, écrite de la main de Daniel, détaillant le dosage exact et la méthode de mélange du poison dans les médicaments de Frank. Cette note contredisait directement la déclaration précédente de Daniel devant le tribunal, où elle avait insisté sur le fait qu'elle avait simplement jeté un coup d'œil aux médicaments de Frank pour l'aider. La procureure Sarah Harrov, qui avait précédemment mené l'affaire contre Mike Wolf, n'a pas perdu de temps pour lancer une enquête distincte sur Daniel, déclarant « Colby n'est pas seulement un complice. Elle est peut-être le cerveau derrière tout ce complot ». Des fouilles plus approfondies menées par des agents du FBI ont permis de découvrir des preuves irréfutables selon lesquelles Daniel avait organisé la découverte du flacon chez Mike, susceptible de le présenter comme le principal suspect. Dans une révélation choquante, un ancien employé d'Antique Archéologie, s'exprimant anonymement, a confirmé que Daniel lui avait demandé de livrer un mystérieux cadeau au domicile de Mike fin septembre 2024, quelques jours seulement avant la mort de Frank. L'employé a identifié le cadeau comme étant une petite boîte, correspondant à la description du flacon, que Daniel lui avait demandé de livrer. De plus, des messages cryptés découverts par le FBI ont révélé qu'après la mort de Frank, Daniel avait envoyé à Mike un message énigmatique disant « Le flacon est en place. Ne l'ouvrez pas ». Mike, qui avait auparavant été rejeté comme un simple pion dans le stratagème, a finalement présenté sa version de l'histoire. Dans une déclaration, Mike a affirmé « Je ne savais pas ce qu'était cette fiole. Daniel l'a apportée et m'a dit de la garder dans le coffre-fort. Elle m'a piégé depuis le début. » Initialement considéré comme un détournement désespéré de la culpabilité, le témoignage de Mike est maintenant réexaminé par le FBI. Il a nié à plusieurs reprises toute implication dans la mort de Frank, affirmant que Daniel l'avait manipulé ainsi que tout le monde autour d'elle. Au cours d'un interrogatoire ultérieur, Mike a expliqué comment Daniel avait longtemps considéré Frank comme un handicap, en particulier après que sa santé ait commencé à se détériorer. Elle disait toujours que Frank était un problème, il ralentissait la production, se souvient Mike. Elle connaissait ses médicaments. Elle avait la clé de sa maison. Elle contrôlait les comptes offshore. Je n'étais qu'un pion dans son jeu. Mike a également révélé que le paiement de $175 000 qu'il avait reçu de Daniel n'était pas pour des raisons personnelles, mais plutôt quelque chose qu'elle exigeait pour gérer des problèmes financiers, même s'il ne savait pas que cela était lié au décès de Frank. L'enquête financière n'a fait qu'approfondir les soupçons contre Daniel. Le FBI a découvert qu'elle avait un contrôle total sur une série de comptes offshore, qui avaient reçu la somme colossale de $3,22 millions provenant de transactions douteuses liées à cueilleurs américains. Un retrait important de $450 000 quelques jours seulement avant la mort de Frank a déclenché de nouvelles alarmes. Les auditeurs légistes ont retracé une partie de cet argent jusqu'au compte personnel de Daniel à Porto Rico, où elle a effectué un somptueux achat immobilier peu de temps après l'incident.
L'argument du procureur Arov est devenu plus convaincant à mesure qu'elle a souligné l'étendue de la manipulation de Danielle. Colby n'a pas seulement piégé Mike Wolf, elle a orchestré un plan calculé pour éliminer Frank Fritz, prendre le contrôle de la série et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Elle s'est intelligemment cachée derrière son personnage féministe pour masquer ses actes criminels. Les preuves découvertes au domicile de Danielle n'ont pas seulement renforcé les accusations portées contre elle, elles ont également ouvert la porte à une éventuelle réévaluation du rôle de Mike Wolf dans toute cette affaire. Bien que Mike fasse toujours face à des accusations liées à une mauvaise conduite financière, l'affaire a maintenant pris une tournure dramatique. L'attention a changé et Danielle Colby est désormais au centre de l'affaire en tant que principale suspecte. Son prochain procès promet d'être un événement aux enjeux élevés, qui devrait dénouer un réseau de mensonges, de manipulations et de calculs froids. La saga de Cueilleurs américains, autrefois une émission de télé-réalité bien aimée centrée sur Frank, Mike et Danielle, a pris une tournure sombre et tragique. Le trio était autrefois considéré comme une famille très unie, Frank et Mike voyageant à travers le pays à la recherche d'antiquités, tandis que Danielle coordonnait les opérations en coulisses avec sa netteté caractéristique. Mais sous la surface, la tension montait depuis des années, en particulier après 2018, lorsque la santé de Frank a commencé à se détériorer. Alors que Frank souffrait de maux de dos chroniques et de la maladie de Crohn, Danielle a commencé à le qualifier de « fardeau », selon un ancien assistant de production qui a parlé sous couvert d'anonymat. Danielle a implanté l'idée dans l'esprit de Mike que la série serait meilleure sans Frank. Elle a convaincu les producteurs de réduire le temps d'écran de Frank, citant ses problèmes de santé comme un handicap pour le format rapide de la série. Des messages cryptés découverts plus tard par le FBI ont révélé les efforts en coulisses de Danielle pour isoler Frank, envoyant à Mike un message en 2020 qui disait « Frank doit rester dans l'Iowa. Vous devez briller par vous-même. Je m'occupe du reste. » En 2021, le projet de Danielle visant à exclure Frank de la série battait son plein. Elle a coordonné des réunions secrètes avec Mike et les producteurs, poussant le récit selon lequel Frank ne correspondait plus à l'orientation évolutive de la série. Comme Frank l'a écrit dans son journal personnel, récupéré par le FBI après sa mort, DNM chuchote à chaque fois que j'entre. Je me sens comme un étranger dans ma propre émission. Son retrait de Cueilleurs américains en juillet 2021, présenté comme une décision liée à la santé, a été le point culminant des machinations de Danielle. Mike, maintenant le cœur brisé et plein de remords, a admis lors d'un interrogatoire en 2025, « Perdre Frank a été la chose la plus douloureuse de ma vie. J'ai laissé Danielle diriger les choses parce que je pensais qu'elle avait raison. Mais j'avais tort. » Le contrôle de Danielle sur la série n'a fait que se resserrer lorsqu'elle a manipulé Mike pour qu'il cède les droits de propriété intellectuelle de Cueilleurs américains. Elle a menacé de dénoncer l'implication de Mike dans une mauvaise conduite financière s'il n'obéissait pas. Le FBI a découvert des messages cryptés de Danielle, faisant pression sur Mike pour qu'il signe un contrat en 2023, menaçant de révéler des transactions financières illicites à moins qu'il ne cède le contrôle. En août 2023, Mike n'avait d'autre choix que de signer l'accord, quelques jours seulement avant que Danielle ne reçoive un paiement suspect de 175 000 $ de la part de l'une des sociétés écrans de Mike. La manipulation continue de Danielle à la fois sur Mike et sur la série a finalement alimenté sa transformation en la nouvelle star de la série, se rebaptisant même un acte solo. En fin de compte, la dynamique du pouvoir de Cueilleurs américains complètement décalée. Danielle avait orchestré une série d'événements qui ont conduit à la mort de Frank et à la chute de Mike. Et en février 2025, alors que Danielle était jugée pour le meurtre de Frank, le pays tout entier regardait, attendant que la vérité éclate. L'émission de télé-réalité autrefois appréciée était devenue la toile de fond de l'une des trahisons les plus choquantes de l'histoire de la télévision. Une fois de plus, la procureure principale Sarah Harrov a ouvert le procès avec des arguments convaincants qui ont provoqué une vague de tension dans la salle d'audience. Elle a dépeint Danielle comme une manipulatrice calculatrice et impitoyable, suggérant que Danielle avait orchestré la mort de Frank de sang-froid pour consolider sa domination au sein de la franchise American Picker. Harrov a présenté des images de sécurité effrayantes, provenant d'une caméra près de la maison de Frank, qui décrivait une chronologie accablante. À 22 heures exactement, Danielle a été vue arrivant chez Frank. Peu de temps après, elle lui aurait administré une neurotoxine puis serait repartie sans laisser de traces. Le procureur a également affirmé que peu de temps après, Danielle avait retiré les images de sécurité et s'était débarrassé du flacon en verre en l'apportant au domicile de Mike, dressant ainsi un tableau d'une dissimulation délibérée et méticuleuse. L'équipe de défense de Danielle, dirigée par Margaret Wilson, une avocate chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience en salle d'audience, a contredit le récit de l'accusation.
Wilson a soutenu avec véhémence que les preuves présentées avaient été déformées dans le but de piéger son client. Elle a insisté sur le fait que Daniel n'avait aucune raison de tuer Frank et qu'elle était injustement le bouc émissaire du FBI, dont l'enquête avait raté l'affaire contre Mike. Wilson a également remis en question la crédibilité de la fiole trouvée au domicile de Daniel, suggérant qu'elle aurait pu être cachée. Elle a souligné que les images présentées par l'accusation ne montraient de manière concluante aucun empoisonnement. Dans une déclaration d'ouverture passionnée, Wilson a déclaré « Daniel Colby est victime d'une campagne de diffamation. Elle tenait profondément à Frank et a essayé de le ramener dans la série. Nous prouverons son innocence. » Cependant, à mesure que les jours avançaient et que les preuves médico-légales s'accumulaient, la défense de Daniel commença à s'effondrer. Le 5e jour, Daniel est elle-même venue à la barre. Elle semblait visiblement secouée, la voix tremblante, la posture défensive. Dans son témoignage, elle a catégoriquement nié toute implication dans la mort de Frank, affirmant qu'elle ne lui avait rendu visite que cette nuit-là pour vérifier son état de santé. Elle a en outre expliqué que la fiole trouvée en sa possession n'était qu'un cadeau décoratif qu'elle avait l'intention d'offrir à Mike. Mais lorsqu'elle a été confrontée aux images de sécurité manquantes, le sang-froid de Daniel affaiblit. « Je voulais juste assurer la sécurité du quartier, ne rien cacher », a-t-elle insisté. Pourtant, lorsque le procureur Harov a présenté une note manuscrite trouvée au domicile de Daniel, détaillant le dosage précis de la neurotoxine, Daniel est restée silencieuse. « Je ne sais pas d'où ça vient, répondit-elle doucement, sa voix étant à peine un murmure. Sa crédibilité a pris un autre coup dévastateur lorsque des messages cryptés entre elle et Mike ont été révélés. L'un de ces messages de Daniel demandait clairement à Mike de ne pas ouvrir le flacon, ajoutant ainsi au soupçon croissant entourant ses actions. Lorsque Mike Wolf est venu à la barre, son témoignage émouvant a dressé un portrait déchirant de la trahison. Les larmes aux yeux, il se rappela comment Daniel l'avait lentement manipulé pour qu'il s'éloigne de Frank. Daniel avait fait pression sur lui pour qu'il rompe les liens avec Frank, le chassant finalement d'American Picker d'ici 2021. Daniel m'a dit que Frank était un handicap, que la série n'avait besoin que de moi. J'ai écouté parce que j'avais peur de tout perdre, mais à la fin, j'ai perdu Frank, mon frère, a avoué Mike, la voix brisée par l'émotion. Mike a également révélé que Daniel avait menacé de dénoncer des transactions financières douteuses à moins qu'il ne lui cède les droits de la marque American Picker en 2023. Il a confirmé que le flacon trouvé chez lui avait été placé là par Daniel et qu'il n'avait aucune connaissance préalable de son contenu. Son témoignage a encore renforcé l'argument de l'accusation selon lequel Daniel avait été motivé par l'ambition et la cupidité, orchestrant la chute de Frank pour son propre gain. Dans une déclaration émouvante au nom de la famille Fritz, Lisa Fritz, la sœur de Frank, a partagé son chagrin. En larmes, elle a déclaré « Frank faisait confiance à Daniel comme à un membre de sa famille, mais elle l'a trahi. Il s'est senti isolé, abandonné, et maintenant nous savons pourquoi. » Lisa a raconté comment Frank s'était confié une fois à elle, lui disant que Daniel et Mike chuchotaient dans son dos, ce qui le rendait de plus en plus méfiant quant à leurs intentions. Avec le témoignage de Lisa et les entrées des journaux de Frank, un schéma inquiétant est apparu qui illustrait comment Frank avait été intentionnellement isolé, pendant que Daniel manipulait la situation. Aux yeux du jury, Daniel devenait rapidement la méchante de cette histoire tragique. Des témoins supplémentaires ont renforcé la thèse de l'accusation. Jason Miller, ancien caméraman d'American Picker, s'est souvenu d'une rencontre troublante en 2020 lorsqu'il a vu Daniel déchirer des pages du cahier de Frank sur le tournage, prétendument pour la propre protection de Frank. Il a également décrit une vive dispute en 2021, au cours de laquelle Daniel a dit à Mike que Frank était « le plus gros problème de la série ». Ce témoignage a dressé le portrait de Daniel comme d'une figure calculatrice prête à saper quiconque menaçait son contrôle. Mais ce sont les preuves médico-légales qui ont véritablement scellé le sort de Daniel. Les experts du FBI ont témoigné au sujet du flacon trouvé au domicile de Daniel, qui contenait non seulement ses empreintes digitales mais également des traces de la neurotoxine découverte dans le sang de Frank. La note manuscrite, dont les experts ont confirmé qu'elle était celle de Daniel, fournissait des instructions détaillées sur la façon d'administrer la toxine aux médicaments de Frank, contredisant directement sa défense. Les dossiers financiers ont en outre révélé que Daniel avait accès à des comptes offshore qui avaient reçu 3 paiements substantiels de $2 millions chacun d'American Picker, dont $450 000 avaient été retirés juste avant la mort de Frank. Cette piste financière a renforcé la théorie de l'accusation selon laquelle Daniel avait un mobile financier derrière ses actes. Après 3 jours de délibération tendue, le jury est revenu avec un verdict le 28 février 2025. Daniel Colby a été reconnu coupable de meurtre au premier degré,
d'entrave à la justice et de fraude financière. Le président du jury, un enseignant à la retraite, a déclaré « Les preuves, des images aux messages ignobles, ont prouvé que Daniel avait planifié et exécuté ce crime avec une précision effrayante. Son témoignage n'était pas convaincant et nous ne pouvions ignorer la douleur qu'elle a causée. » Alors que la salle d'audience devenait silencieuse, Daniel a été emmené menotté, son expression pâle et illisible, tandis que la famille Fritz s'embrassait en larmes. Le verdict a provoqué une onde de choc dans le public, en particulier parmi les fans des American Pickers, qui ont été sous le choc. Sur X, des hashtags comme #JusticeForFrank et #DanielGuilty ont dominé les réseaux sociaux pendant 48 heures, amassant des millions de publications. Les fans ont pleuré la perte de Frank, exprimant leur indignation et leur incrédulité face à la trahison de Daniel. Un utilisateur, @AdaptPickerFan92, a écrit « J'ai grandi avec Frank et Mike. Daniel était mon héros, mais elle a tout détruit. #FrankForever. » Un petit groupe de partisans, mais bruyant, a continué à insister sur le fait que Daniel avait été piégé, déclenchant le #FreeDaniel, mais leurs voix ont été rapidement étouffées par la vague écrasante de condamnations publiques. Mike, cependant, a choisi d'honorer Frank d'une manière significative. Il a immédiatement fait don de $500 000 de ses fonds personnels à la Crohn's Disease Foundation, l'organisme de bienfaisance que Frank soutenait depuis des années. Mike a également annoncé son intention d'ouvrir un petit musée dans l'Iowa pour présenter les antiquités que lui et Frank avaient découvertes ensemble. Dans une publication Instagram du 5 avril 2025, Mike a écrit « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux garder vivant l'héritage de Frank. Il était le cœur des American Pickers, pas moi. » La publication a recueilli plus de 1,2 million de likes, avec des milliers de commentaires exprimant leur soutien à Mike et pleurant la perte de Frank. Interrogé sur Daniel, Mike est resté déterminé, refusant de commenter directement. Justice a été rendue, a-t-il simplement déclaré. Je veux juste que Frank repose en paix. Pour la plupart des fans, le spectacle a été irrémédiablement modifié. Un commentateur a écrit « Il ne s'agit plus de choisir des antiquités. C'est une tragédie. Mike ne peut pas reconstruire tout cela seul. » Le tollé général a finalement conduit à l'annulation de cueilleurs américains début mai 2025. History Channel a cité l'affaire comme une « perte irréparable » et un « dernier chapitre » pour la série bien-aimée. Et puis, juste un an après la mort controversée de Frank, l'attention s'est à nouveau tournée vers un cimetière tranquille et isolé à la périphérie de l'Iowa. Ce qui était censé être un simple déplacement de la tombe de Frank s'est transformé en une frénésie médiatique inattendue. Le cimetière, autrefois paisible et serein, est devenu un cirque alors que les journalistes, les chasseurs d'antiquités et les fans affluaient dans la zone. Des barricades de fortune ont été érigées et les obturateurs des caméras ont cliqué sans cesse autour de la pierre tombale de granit de Frank. Ce qui était autrefois une humble tombe est devenu un spectacle mondial. La raison officielle de l'exhumation était que le terrain sur lequel Frank reposait avait été acheté par des promoteurs immobiliers qui envisageaient d'agrandir un musée d'histoire régionale. Initialement hésitante, la famille de Frank a finalement accepté de déplacer sa tombe vers un site commémoratif plus grand et plus privé à proximité, mais avec une condition stricte, pas de caméra, pas de cirque. Cependant, la promesse a été rapidement rompue. À mesure que la nouvelle se répandait, l'intérêt du public a explosé et les médias se sont précipités pour couvrir l'événement. Les autorités locales, sous la pression croissante, ont autorisé une équipe de tournage limitée à documenter l'exhumation, toutes les redevances étant reversées à la Fondation de la maladie de Crohn. La famille Fritz, bien que réticente, consentit, estimant que Frank, un homme qui s'était toujours soucié des autres, voudrait aider une dernière fois, même dans la mort. Au centre du site se tenait le docteur Elana Chambers, une archéologue renommée en matière de préservation et expérimentée dans les fouilles historiques sensibles. Elle avait été choisie pour superviser le processus délicat d'exhumation de la dépouille de Frank. Notre priorité absolue est la dignité, a-t-elle assuré au petit groupe de journalistes, d'une voix calme mais résolue. Nous procédons avec un soin méticuleux, en utilisant des protocoles spécialisés comme nous le ferions pour tout déménagement important, toujours dans le plus profond respect des souhaits de la famille. À 8h30 précise, la tâche solennelle a commencé. Une petite grue se déplaçait avec une précision délibérée, soulevant doucement la lourde dalle de granit qui marquait le dernier lieu de repos de Frank Fritz. Le silence enveloppa la scène, aucun mot n'a été échangé. Alors que la pierre montait lentement, une respiration collective fut tenue. Ce qui se trouvait en dessous n'était pas un cercueil traditionnel,
mais quelque chose de bien plus inattendu, une chambre de conservation au design complexe. Mike Wolf, le compagnon proche et confident de Fritz depuis de nombreuses années, se tenait tranquillement à distance. Ses yeux étaient cerclés de rouge et sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « C'est exactement ce que Frank voulait », murmura-t-il. Selon Mike, Frank avait un jour mentionné en plaisantant que lors de son décès, il voulait être entouré de ses photographies préférées et de quelques-uns de ses biens les plus précieux. Nous pensions que c'était juste une autre de ses blagues, a poursuivi Mike en soupirant. Mais après son accident vasculaire cérébral en 2022, Frank a élaboré un plan détaillé, transformant cette remarque ludique en une réalité sincère. Lorsque l'équipe de préservation a décellé la chambre, un halètement collectif a résonné dans le cimetière silencieux. Alors que la faible lumière du matin filtrait à travers les arbres, elle révélait un trésor d'Americana soigneusement conservé, l'une des collections personnelles les plus remarquables jamais documentées. Même les amis les plus proches de Frank n'étaient pas au courant du contenu de ce monde caché. Soigneusement rangé dans des compartiments individuels entourant le cercueil, chaque artefact semblait avoir été choisi dans un but précis, reflet de l'obsession de Frank de préserver des morceaux d'histoire oubliés. C'était comme si Frank avait créé son propre musée, un héritage discret et profondément personnel qui racontait une histoire de l'Amérique à travers ses yeux. Le docteur Elana Chambers, la conservatrice principale supervisant le processus, pouvait difficilement contenir son incrédulité. Au cours de mes 2 décennies de travail de conservation, a déclaré le docteur Chambers à la presse, la voix pleine d'étonnement, je n'ai jamais rien rencontré de tel. Ce n'est pas seulement une collection. C'est un récit historique raconté par un homme extraordinaire qui a vécu pour préserver les histoires de notre passé. Son regard fixé sur un objet près de la tête du cercueil, une moto indienne originale de 1934. Le vélo, toujours avec sa peinture d'origine et sa provenance complète remontant à son premier propriétaire, un facteur du Midwest, avait autrefois parcouru les routes rurales d'Amérique. Frank l'avait découvert dans une grange délabrée de l'Iowa en 2019, mais il n'avait jamais partagé cette découverte monumentale avec le public. Les experts sur place ont estimé sa valeur à plus de 300 000 $, mais comme l'a dit Mike Wolf, sa véritable valeur ne pouvait pas être mesurée en dollars. Non loin de la moto se trouvait une boîte en bois patiné contenant un paquet de lettres manuscrites. Le contenu de ces lettres a fait frissonner les historiens, il s'agissait de correspondances de nul autre que Thomas Edison. Les lettres, adressées à une jeune inventrice oubliée depuis longtemps, révélaient une collaboration secrète qui aurait très bien pu influencer certains des brevets les plus emblématiques d'Edison. Après une vérification plus approfondie, les lettres ont été confirmées comme étant authentiques, une découverte qui pourrait potentiellement modifier le cours de l'histoire scientifique américaine. Pourtant, parmi tous les artefacts remarquables, une humble collection a ému tout le monde jusqu'aux larmes, un ensemble de petites voitures fabriquées à la main, chacune étiquetée avec le nom d'un enfant qui avait été soigné à l'hôpital pour enfants de l'Iowa. Le personnel de l'hôpital a révélé que Frank y avait fait du bénévolat pendant des années, apprenant aux enfants à construire des répliques miniatures de voitures classiques comme forme de thérapie. Après chaque séance, Frank gardait une voiture, rappel tangible des amitiés et des liens qu'il avait noués, bien au-delà de l'objectif de l'appareil photo. Mais la découverte la plus inattendue ne se trouvait peut-être pas du tout dans la chambre de conservation. Il gisait au pied du cercueil un journal sans prétention relié en cuir, sur lequel étaient gravés les mots « Les vraies trouvailles ». À l'intérieur, il n'y avait pas de catalogue d'antiquités ou d'objets rares. Au lieu de cela, Frank avait documenté les histoires humaines derrière les objets qu'il avait découverts, des familles, des artisans, des agriculteurs, des mécaniciens et des Américains ordinaires qui avaient croisé son chemin tout au long de ses voyages. Ce journal révélait une vérité que peu de gens avaient réalisée, Frank n'était pas seulement un cueilleur, c'était un conteur, un historien non officiel, capturant l'essence de la vie américaine à travers les gens qu'il rencontrait et les objets qu'il déterrait. Après de longues délibérations, la famille Fritz a accepté de partager cette extraordinaire collection avec le public, à condition qu'elle soit conservée en permanence dans un musée de la ville natale de Frank. Frank a consacré sa vie à mettre en lumière des trésors oubliés, a déclaré avec fierté Lisa Fritz, la sœur de Frank. Maintenant, ces pièces peuvent continuer à raconter les histoires qui lui tenaient tant à cœur. Pendant 3 jours, une équipe de conservateurs a travaillé sans relâche pour cataloguer chaque artefact, les retirant avec le plus grand soin et notant leur emplacement d'origine aux côtés des notes manuscrites laissées par Frank. L'ensemble du processus a été diffusé en direct sur plusieurs plateformes, les historiens fournissant un contexte et des commentaires à chaque fois qu'un nouvel élément était découvert. Le nombre de téléspectateurs a battu des records, non seulement à cause des artefacts remarquables,
mais aussi parce que les gens étaient enfin témoins d'une facette de Frank Fritz qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Il était devenu plus qu'un collectionneur, c'était un historien méconnu, révélant une facette de l'Amérique que peu de gens avaient vraiment comprise. Grâce à sa collection finale, l'héritage de Frank s'est solidifié, non seulement en tant que cueilleur, mais en tant que personne ayant préservé le cœur et l'âme de toute une nation. Le déplacement de sa dépouille s'est déroulé avec un respect discret une fois la collection entièrement retirée. Son cercueil a été transporté dans un convoi de véhicules d'époque, conduit par des amis proches et des collègues qui l'avaient mieux connu. En hommage, un monument commémoratif conçu par Mike Wolfe et la famille Fritz a été érigé, sur le modèle de l'architecture routière américaine classique, modeste, mais parfait pour un homme qui a passé sa vie à rechercher et à célébrer des histoires oubliées le long des routes secondaires d'Amérique. Dans les semaines qui ont suivi le décès de Frank, un phénomène est apparu à travers le pays. Les petits musées et les sociétés historiques ont vu un afflux de visiteurs, un mouvement que les médias ont rapidement surnommé « l'effet Fritz ». Les gens ont commencé à renouer avec le patrimoine de leur propre communauté, en redécouvrant les histoires, les objets et les vies qui semblaient autrefois perdus dans le temps. Le journal de Frank, désormais numérisé et préservé, est devenu la pierre angulaire d'une nouvelle initiative dédiée à la collecte des histoires inédites des Américains ordinaires. La bourse Fritz a été créée peu de temps après, dans le but de soutenir la préservation des souvenirs et des objets historiques, en particulier ceux provenant des zones rurales négligées. Un an après le décès de Frank, son héritage bâti sur la tranquille reconstruction du passé américain a produit quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, il a créé un impact durable qui a résonné bien au-delà du monde des antiquités. Cette collection finale n'était pas seulement une préservation d'objets, c'était une réinvention de la façon dont nous percevons l'histoire et de l'immense valeur des histoires cachées dans ce qui peut sembler être des vies ordinaires. Mais l'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Alors que des rapports faisaient état de l'implication du FBI dans la mort de Frank, la tragédie personnelle qui semblait autrefois réglée a commencé à se dénouer. Les questions, longtemps enfouies, ont réapparu, mettant au premier plan la confusion, l'examen minutieux et la suspicion. Frank Fritz, le chasseur de trésors bien-aimé qui fut le cœur et l'âme de cueilleurs américains, avait laissé derrière lui bien plus qu'une simple collection, il avait laissé un mystère qui ne s'effacerait jamais vraiment. Même si les nuages d'incertitude planaient, l'héritage de Frank restait indomptable. L'homme qui avait parcouru les petites routes d'Amérique avec un émerveillement enfantin, découvrant les histoires oubliées des gens ordinaires, avait involontairement créé l'impact le plus profond de sa vie, un impact qui continuerait de résonner pour les générations à venir.